Ce nouveau conseil municipal, le deuxième de l'année, un conseil important dans la mesure où, dans la continuité du précédent, puisqu'il reprend un beaucoup de chiffres du précédent, il nous permet de mettre en exécution les délibérations du conseil municipal, les délibérations passées. Avant cela, je voudrais excuser Katia Miller qui a donné procuration à Daniel Muller, Aurélie Kiffer qui a donné procuration à Carole Hopfner, et Léa Stéphane qui s'est excusé. L'ordre du jour, il a passé la balle de la séance dernière, le taux des 3 taxes, le budget primitif de 2025 et la fongibilité des crédits qui ont fait l'objet d'une présentation lors de la commission des finances qui s'est tenue il n'y a pas longtemps, c'était le 31 mars. Et puis une convention de mise à disposition de la police municipale. Voilà les points à l'ordre du jour. Pour le procès verbal de la précédente séance. Je vais passer. André, là où il y a plus de poste orange, tu renvoies un signe d'une précédente séance. Oui, je prends la feuille, là où c'est. Hein. Je vais passer. Alors, lors de la distribution des documents préparatoires au conseil municipal, on s'est rendu compte qu'une des pages uniquement pour ceux qui l'ont reçu en format papier, une feuille a été doublée en recto verso. Donc il en manque une. Donc il y en a une pour Marie-Noël. Une pour Marie-Noël. Il y a une pour Frédéric aussi. C'est la troisième page. Voilà, donc pour ce qui est des documents chiffrés, vous utilisez celui qui vient, pour le suivre, vous utilisez celui qui vient de vous être distribué. C'était uniquement en format papier. Alors, que dire ce qui est des 3 points à venir, le taux des 3 taxes, le budget primitif et la fongibilité des crédits, on passera la parole à l'adjointe en charge des finances. Juste pour rappeler que, conformément à ce qui a été dit lors du dernier conseil, vous avez un récapitulatif de l'ensemble des frais qui apparaît sur le document qui a été distribué. Je réitère globalement ce qui avait été dit, même si ça avait été arrondi. Le restant dû au 31/12/2024 était de 232 807,48 €. Et le restant dû au 31/12/2025, on se projette déjà, et l'année est déjà bien commencée, puisqu'on est déjà en avril. À la fin de l'année, il restera en emprunt 139 547,07 €. Qui correspondent pour l'ensemble à deux emprunts, l'un contracté en 2007 pour la traversée du village et qui s'arrêtera le 30 du 4 2027 avec une annuité de 68 000 €, et l'autre de 2015. En fait, ça a été suite à une renégociation après la construction du quartier scolaire et de l'école. Il restera 81 173,35 €. Vous avez tout ça sous vos yeux avec une annuité de 155,44 €. Je crois que c'était important de donner ces chiffres qui étaient proches de ceux que j'avais pu évoquer. J'avais avancé dans les 250 000. C'est supérieur à la réalité. Voilà, je propose, si vous le permettez, de passer la parole à Carole, qui va se faire un plaisir. De vous parler du taux des 3 taxes. Bah voilà. Voilà. Alors, pour rappel, le taux des 3 taxes donc, va reprendre le foncier non bâti, le foncier bâti et les taxes d'habitation qui ne concernent en fait que les résidences secondaires depuis quelques années. Ce taux des 3 taxes sur le village, au niveau du village, au niveau communal, il n'a pas augmenté depuis 14 ans. À savoir qu'immanquablement, il va quand même tout de même augmenter parce que le taux de base de calcul augmentant pour cette année de 1,7%, immanquablement le calcul de notre part communale, le fonds augmentera. C'est à nous, conseil municipal, de décider si on reste
en ce sens, ou si on veut augmenter la part communale. À savoir que pour un point d'augmentation, ça générerait 2500 € à peu près pour le village. Donc c'est quelque chose de moindre. On préfère toujours essayer de chercher au mieux des subventions pour nos projets plutôt que de taper encore dans la poche de nos administrés. Voilà, pour un moindre rapport. Donc cette année encore, on vous proposera de rester sur l'acquis, sur la part communale, et donc d'accepter l'augmentation, enfin d'accepter de subir l'augmentation d'1,7% de la base. Et on resterait à ce moment-là sur un foncier non bâti de 35,43%, d'un foncier bâti à hauteur de 25,42%, d'une taxe d'habitation, donc toujours sur les résidences secondaires uniquement, à hauteur de 10,62%. Voilà, donc à nous de nous prononcer. Si vous n'avez pas de questions, on peut tout de suite voter sur ce point. Si quelqu'un est contre ces taux, quelqu'un s'abstient. Le montant des taxes d'habitation, c'est combien? Le montant global, ça génère une enveloppe pour le village de 255 707 €. Répartie de la façon suivante: 231 398 pour le foncier bâti, pour le foncier non bâti 20 762, et pour la taxe d'habitation 3 545. Ah, c'était ça la question. Voilà, donc on peut juger que la proposition a été acceptée à l'unanimité. Et on peut continuer en regardant un petit peu le budget primitif 2025. Donc vous avez tous eu les tableaux et suite à la commission des finances, le récapitulatif qui a été très très bien ajusté et je pense assez clair pour présenter un petit peu notre travail. Cette année encore, peut-être plus que les autres années, il a été très périlleux de présenter ce budget primitif, à savoir qu'il faut toujours provisionner au plus large les comptes pour qu'on soit toujours en mesure d'accepter et d'honorer toutes les factures qui arrivent au cours de l'année, en comptant les éventuels imprévus. Ça peut être une toiture qui s'envole, ça peut être une chaudière qui... non, parce qu'elle est toute neuve, j'espère, dans les écoles, donc on n'aura pas à faire face à ça, mais tous les éventuels problèmes imprévus que l'on pourrait, que l'on doit anticiper. On regarde aussi au plus juste toutes les recettes que la commune reçoit, les dotations d'État, les subventions, etc. Donc on reste extrêmement rigoureux et sincère en amplifiant un petit peu plus les dépenses et en regardant au plus juste les recettes pour rester donc dans un budget sincère mais fonctionnel pour l'année à venir. Voilà. Donc on pourra regarder, si vous voulez vous pencher un petit peu sur les tableaux, en rentrant sur les dépenses de fonctionnement, donc la classe 6. On ne reviendra pas sur la réunion qu'on a eue avec M. Priest, le CDL, sur donc les réajustements qu'on a pu faire sur les comptes et autres. Donc notre représentant de la trésorerie nous a, comme souvent, notifié de bons élèves, qu'on avait des finances saines et qu'on avait même possibilité d'avoir potentiellement des emprunts jusqu'à hauteur de 900 000 € sur la commune sans que l'on rentre dans la zone rouge. C'est-à-dire que donc on a un bon potentiel, une bonne marge de manœuvre pour les projets qui vont être les nôtres sur 2025-2026. Voilà, simplement là-dessus. Donc en rentrant sur les dépenses de fonctionnement, on va regarder un petit peu les gros chiffres chapitre par chapitre.
Au chapitre 11, on voit qu'on est à 88 500. C'est une petite hausse par rapport au budget prévisionnel de 2024. Ça reprend toujours donc, tout ce qui est charges d'eau, d'électricité, des combustibles, carburant, fournitures. Donc il est toujours, comme dans un ménage, on prend toujours une petite augmentation. Donc c'est clair que c'est toujours un peu plus légèrement en hausse. Au chapitre 61, on a un montant de 289 000. Alors vous verrez qu'il y a une forte hausse par rapport au précédent budget prévisionnel. On a prévu à peu près 140 000 € de plus par rapport au réalisé 2024. En fait, parce que c'est par rapport au PEP, par rapport au périscolaire et à l'augmentation des enfants accueillis au périscolaire, les PEP nous demandent une provision cette année de 115 000 €. Donc il faut qu'on rehausse l'enveloppe PEP. À cela, on rajoute également l'ONF. On va avoir pas mal de travaux en forêt cette année. Et donc, l'ONF nous demande de verser 47 000 € de prévision sur les travaux en forêt. Donc déjà, rien que ça forge la grosse augmentation. Pareil, là-dessus, on ressort tout ce qui est abonnement, informatique, photocopieur, etc. Donc, c'est toujours quelque chose qui se développe et qui est de plus en plus cher chaque année. Au chapitre 62, c'est à peu près similaire par rapport à l'année dernière. Ça englobe les transports scolaires vers les piscines, les entrées aux piscines, les frais d'impression, le repas des aînés, les paniers que l'on dépose aux anciens de plus de 85 ans, tous ces frais-là. Les frais de gardiennage ONF également, tout ce qui est télécom. Donc c'est toujours au chapitre 62 que l'on entre cela. Au 63, c'est la taxe foncière, donc des bâtiments municipaux. Au 64, c'est les charges du personnel qui plus ou moins sont similaires et maîtrisées. Au chapitre 65, alors vous pouvez vous rendre compte d'une légère progression. Ce n'est pas dû aux charges des élus, mais essentiellement au 65 888. C'est une hausse d'une prévision sur la TVA sur la forêt qui est en cause. Alors on en avait parlé et le compte-rendu avait été très bien notifié là-dessus. C'est un solde à recouvrir et c'est géré par le Trésor public, hein, donc c'est pas généré par nous-mêmes. Au 66, ce sont les intérêts d'emprunt. Donc, c'est ce qui couvre les intérêts en fait des prêts qui vont être prévus en investissement, qu'on reverra tout à l'heure. On peut noter aussi un chiffre qui n'est pas habituel, c'est au 74 488, donc c'est sur la 74 sur la troisième page, donc c'est la page qui ne vous avait pas été peut-être parvenue pour ceux qui n'étaient pas en dématérialisé. Donc au 74 98, il y avait, en fait c'est un reversement d'un trop perçu. Alors oui, l'administration peut se tromper. Et donc il y avait eu une erreur de 8 319 €. Et donc, il nous demande de reverser ce trop perçu suite à cette erreur administrative. Alors, c'est au 74 Au-dessus des dépenses imprévues. 74 498. 74 98, pardon, c'est moi qui j'ai mis mes lunettes. 74 98, page 2. Oui, milieu de page.
deuxième page. Hein. Ouais. Ouais, ça, c'est un trop perçu de. Oui, voilà. Nous, on a trop perçu ou eux, ils ont Oui. trop perçu? Non, c'est pour ça, là, c'est un remboursement à leur faire parce qu'ils nous avaient trop donné. Ah oui. C'est sûr. Ils sont tellement sûrs qu'ils les ont prélevés avant l'inscription au budget. C'est sûr. Il faut être sûr d'avoir l'argent. Et ça, on ne peut pas vérifier, ça, c'est sûr. Si, c'est vérifié quand même. Non, mais nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas. Yoden. On arrive donc à un total des dépenses de 776 119 euros. Donc en 023, vous voyez le virement à la section d'investissement, 33 234,23. Donc ça, c'est en fait le différentiel entre les dépenses, 776 119, et les recettes qui sont à hauteur de 809 353,23. Donc cela, le virement à la section d'investissement, on le retrouvera donc en investissement de l'autre côté. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Sinon, on peut passer aux recettes de fonctionnement. On retrouve donc dans les recettes de fonctionnement les dotations de l'État, la fiscalité directe, les taxes, etc. On y trouve également l'excédent 2024 reporté. Donc l'excédent reporté était à hauteur de 21 503 euros et 23 centimes. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On peut juste noter en 70 produits de services du domaine la forte progression des ventes de bois. On passe à 38 200 en 2024 à 61 200. Au 73, l'autre petite anomalie, on va dire, que l'on peut ressortir du tableau sur le 73, c'est le 73 141. Vous voyez qu'en 2024, on était à 21 000 euros et là, on tombe à 42 000 euros, c'est-à-dire le double. C'est en fait le Siscodip qui rétrocède aux communes une part sur l'électricité. Vous avez sûrement souvenance, donc, dans notre dernier conseil municipal, on avait parlé que le Siscodip, les 21 000 euros qu'on attendait pour l'année 2024 n'étaient pas arrivés en temps et en heure, et donc du coup on aura une double perception sur 2025, c'est-à-dire au mois de janvier on aura reçu le 2024 et au mois de décembre cette année on aura les 21 000 euros du Siscodip de l'année, bien qu'il ça a une année de décalage, mais ce sera celle de cette année. Voilà, d'où la différence et ce doublement de montant. Sur le 74, on peut notifier une légère hausse. C'est les dotations, en fait, c'est la participation des communes du regroupement scolaire qui, leur participation augmente un petit peu, d'où cette légère hausse. Merci à eux. Au 75, on a une différence de 10 000 euros. Comme on l'a noté sur le compte rendu, c'est par rapport au reliquat de l'argent de chasse. On a eu l'année d'avant un reliquat sur plusieurs années d'argent de chasse qui n'avait pas été distribué, donc on a rétrocédé à la commune. Cette année, il n'y en aura pas, donc cette différence de 10 000 euros ressort de cela. Et donc là, on arrive à la fin des recettes. En conclusion, donc, on a un équilibre sur les recettes et les dépenses de fonctionnement. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Je voudrais qu'on revienne sur un point qu'on a évoqué en commission. Ouais.
c'est le virement à la section d'investissement. Donc là, vous avez proposé qu'on vire 33 000, ce qui est sensiblement inférieur, on en a parlé, sensiblement inférieur aux années précédentes. Il y a un truc qui m'échappe parce que les subtilités des écritures comptables, c'est pas mon truc. Mais bon, je vais essayer de poser clairement la question. On n'a que, entre guillemets, 33 000, parce que vous avez, donc, les 33 000, c'est le résultat de 809 000 moins 776 000 euros. D'accord. Donc ça fait peu, on va dire, en somme. Sauf que, on n'a que, entre guillemets, les 809 000 de recettes, parce que vous avez décidé à un moment de ne reprendre, pour ce l'excédent antérieur, de ne reprendre que 21 000. Alors que les années d'avant, on était dans les 200 000. Donc ça, c'est une décision subjective, entre guillemets. C'est une décision que vous avez prise pour des bonnes raisons, sûrement, mais il n'y a rien d'obligatoire. Alors, justement, on n'a pas pris cette décision de façon volontaire, elle est imposée par la nomenclature comptable. Ce qu'il est dit dans un premier temps, lorsqu'on termine une année avec le compte administratif, c'est qu'il faut d'abord couvrir le déficit de la section d'investissement et couvrir les restes à réaliser. Et si on regarde la différence entre le déficit de l'année dernière, qui de mémoire était aux alentours de 107 000, qui était de 198 cette année, les restes à réaliser qui étaient de 87 cette année, sensiblement moins l'année d'avant, les 200 000 euros d'écart, la différence, on la retrouve dans la supériorité du déficit enregistré en section d'investissement et dans les restes à réaliser supérieurs. Donc ça donne l'impression, si on veut, qu'on part avec dans de moins bonnes conditions, mais de l'argent a été affecté différemment. Parce que pour réduire, alors c'est peut-être pas juste ce que je veux dire, mais pour réduire le déficit d'investissement, si on avait augmenté le virement, par définition, si on augmente le virement à la section d'investissement, on réduit le déficit. Plus le virement à la section est élevé, plus on réduit le déficit. Il sert juste à couvrir le déficit et les restes à réaliser, celui qu'on a réalisé lors du précédent conseil municipal. Aujourd'hui, on va dire que on démarre la section d'investissement avec un déficit comblé, donc on démarre la section d'investissement entre guillemets à zéro, avec cette possibilité d'avoir déjà les 87 000 euros pour les restes à réaliser, plus les 33 ou 30 000. Donc on va dire qu'on démarre la section d'investissement avec un peu plus de 110 000 euros en caisse. C'est pas une lubie. Non, je n'ai pas dit que c'était une lubie. Non, mais les subtilités comptables, c'est pas comptable, oui. Elle n'est pas évidente. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évidentes, ce qu'on appelle les opérations réelles. On parlera tout à l'heure d'opérations d'ordre. Il y a beaucoup de subtilités, on va le dire comme ça, qui nous sont imposées par la comptabilité, qu'elle est PM14 ou M57. On se doit de répondre à un certain nombre de critères et de présenter le budget. C'est vrai, sous cette forme. Vous pourriez très bien dire, nous, lors du dernier conseil, vous auriez pu nous dire, nous, on ne veut pas combler le déficit et les restes à réaliser. Dans ce cas-là, le conseil ne veut pas, c'est le préfet qui prend la gestion de la commune. Ça va aussi loin. C'est pas nous qui décidons de cette façon de procéder. Elle a quelque chose d'assez simple quand même, cette façon de procéder, puisque avant de démarrer l'année, on va d'abord dire ce déficit, il faut le ramener à zéro, et en plus, entre le compte administratif et le BP, la commune continue à travailler, quels sont les dépenses que vous pensez engager, parce que si on n'avait pas de reste à réaliser, on n'aurait rien pu faire jusqu'à l'élaboration de ce budget primitif. Ça a quelque chose d'assez simple, mais c'est vrai que cette écriture-là, elle est pour beaucoup de gens un peu insaisissable. Oui, les restes à réaliser étaient importants cette année aussi. On a passé de 30 000 à 80 000. Et on ne les a pas tous dépensés. Mais en attendant, on s'est dit, s'il faut les réaliser, il faut cet argent. Autrement dit, tes restes à réaliser, ça reste du provisionnel. Alors, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui c'est n'est que du prévisionnel. Du prévisionnel, Les restes à réaliser, dont une partie est imposée. dans le prévisionnel, quoi. Pardon ? Les restes à réaliser, c'est ce qu'on a en cours. Oui, ce que tu as en cours. Mais tu rajoutes aussi des projets, que tu n'as pas encore posés, quoi.
Le reste à réaliser, c'est un prévisionnel, donc prévisionnel, on va dire comme ça. C'est un prévisionnel qui attend le prévisionnel pour ne pas bloquer la commune jusqu'à le vote du budget. Pas d'argent pour pouvoir avancer. Non. Exactement ça. Alors autant en fonctionnement, on n'a pas de souci. Alors il faut savoir une chose, c'est que en fonctionnement, on peut vivre une grande partie de l'année puisqu'on peut dépenser. Là, c'est justement la comptabilité qui nous permet. On peut dépenser jusqu'à l'élaboration du BP le montant qu'on avait prévu l'année d'avant. Ça, c'est en fonctionnement. Mais en investissement, il faut faire des prévisions. C'est important parce que ça permet à la commune de continuer à fonctionner. Si l'aventure, pour une raison X ou Y, le budget ne pouvait pas être voté dans les délais, la commune peut continuer à fonctionner, mais pas à investir. On peut reprendre par la section d'investissement. Donc c'est la dernière page du tableau. Donc la section d'investissement, donc elle s'équilibre à hauteur de 2 980 526,15 et ça reprend toutes les réalisations donc, que l'on a votées au précédent conseil municipal en rajoutant les imprévus. En dépenses, les dépenses, ça va être beaucoup d'immobilisation. On va parler de la maison médicale, du columbarium, de l'éclairage public. Tout ça, vous avez été notifié sur le récapitulatif. Le reboisement en forêt, donc tous ces coûts-là sont repris et on reparle également donc, des restes à réaliser de 87 100 € qui étaient englobés au chapitre 21. Au chapitre 16, on note donc les remboursements des emprunts en capital cette fois-ci. Les intérêts d'emprunt sont eux au fonctionnement. C'est là que on avait vu donc de proposer le remboursement anticipé du prêt que l'on avait contracté en 2007, qui avait un taux assez important, qui était aux alentours de 5%. Donc c'est pour ça qu'on va le reprendre et le lisser sur le prochain prêt que l'on aura à faire. Au 41, c'est une opération d'ordre, c'est-à-dire que c'est une écriture comptable, comme M. Muller les aime. C'était les 61 510. En fait, on les réintègre à ce niveau-là pour pouvoir, c'est pour pouvoir récupérer la TVA sur des études que l'on a fait les années auparavant, avant 2023. Si on les replace là, c'est justement le moyen de pouvoir récupérer la TVA. Donc c'est une écriture comptable pour pouvoir dégager cette TVA. Là-dessus, je ne sais pas si vous avez des questions. Les 87 000 restent à réaliser, je vais noter que c'était terrain multisport, c'est ça? L'éclairage public également. Je ne sais plus si j'ai le détail. J'ai le détail sous les yeux. Ouais. On avait prévu 47 000 € pour l'acquisition du terrain. Ah, on avait prévu pour le terrain du pôle médical. Du pôle médical. Ouais. Si d'aventure on avait pu accélérer un peu les choses, ça aurait pu être fait déjà dans cette période-là. Le terrain multisport, effectivement, 32 000 €. LRS réseau, on a eu un problème d'un candélabre qui a été enfoncé par un camion qui a été changé, pris en charge par l'assurance, mais n'empêche que la dépense a pu être réalisée. On a également la caméra pour le terrain du sport. Et on a du petit matériel, si d'aventure on en avait besoin, chez le CNPM à Auxonville. La caméra, elle n'est pas encore au terrain. Elle n'y est pas encore. Francis a pris contact avec Stiméo. Il faut ramener le courant au droit du poteau. Donc on a réussi à faire ressortir le câble de l'ancien vestiaire. Et donc LRS réseau se chargera de la mise en fonction. Ensuite, il ne restera plus qu'à mettre la caméra.
Donc ça, c'était un affichage, pas seulement, c'était de dire, voilà, dans la période-là, on a envie de réaliser ce type de choses. Et ça regroupe donc les 87 100 € en question. Pour ce qui est des recettes d'investissement, donc ça reprend les subventions, l'emprunt, tout ce qui pourra rentrer en caisse. Donc les subventions d'investissement à hauteur de 1 715 370 €. On reprend donc sur la maison de santé, on aura donc il faut qu'on atteigne les subventions à hauteur de 80%, c'est le maximum autorisé par la loi. Pour rappel, l'État nous a déjà octroyé une subvention de 353 653, la région 275 000 €, le département 280 000. On attend également le FEDER qui est la subvention européenne à hauteur de un peu plus de 510 000 €. Le dossier est à finaliser au moment où on aura fait l'ouverture de pli et le choix des entreprises travaillant sur la maison de santé. Le terrain multisport, l'État nous a versé 47 000 €. La région. Vous oubliez de parler de la CCB3F qui octroiera également une subvention. Tout à fait. La CCB3F a débloqué une subvention de 200 000 € qui viendra en comblement du reste des 80% en fait maximum que la commune puisse atteindre. Voilà. Donc ce ne sera pas 200 000, mais ce sera ce qui manquera à 80%. Voilà. En attendant le exactement. Donc pareil, ce sera sollicité après le FEDER, donc après l'ouverture de prix, après le choix des entreprises. Sur le terrain multisport, pareil, donc l'État est intervenu à hauteur de 47 000 €, la région 16 815, la CCB3F 4 123. Là, je voudrais juste préciser, par exemple, pour reprendre la question posée tout à l'heure, c'est qu'une partie de ces montants aurait déjà pu être versée au titre de l'année dernière, puisque un maximum de dépenses avait déjà été réalisé. Les dossiers ont été déposés pour décembre et les recettes en partie sont rentrées seulement cette année, ce qui aurait pour effet d'augmenter encore. On parlait du Siscodip des 21 500 € qui manquaient l'année dernière, on parle aussi des subventions qui ne sont rentrées que cette année et qui donnent l'impression que l'année dernière a été plus terne, plus mauvaise qu'on pouvait imaginer. Je m'excuse. Pas de souci. Le columbarium également, les subventions reçues par l'État se montent à 14 172. Le département nous a aidés à hauteur de 7 000. Quant à l'éclairage public, l'État nous verse 4 567 € et la CCB3F 2 283. Voilà. Ce qui nous donne au chapitre 16 on peut donc notifier un besoin d'emprunt de 745 861,77. On y a intégré la TVA qu'on pourra demander en rétrocession, mais l'année d'après. Ce qu'il était notifié aussi, on pourra faire appel à une ligne de trésorerie, c'est-à-dire c'est une écriture comptable également, qui nous éviterait de faire un espèce d'emprunt pré-relais pour avoir de la liquidité. On n'a pas forcément obligé de demander tout de suite un emprunt. On va peut-être attendre encore un petit peu parce que les taux d'emprunt ont tendance à chuter. Donc le plus intéressant, c'est qu'on essaye de tenir au plus long terme pour pouvoir négocier dans les meilleures positions cet emprunt. Le contexte géopolitique est compliqué en ce moment. La dernière petite phrase était sympa, monsieur. Oui, Franck. j'ai entendu.
Bon. Il s'adressait à la Chine. La dernière phrase un peu. Oh, je pense à tout le monde. Je crois que c'était pour la Chine. Oui. Bon. Oui, donc, Et donc, si on fait cette ligne de trésorerie, juste pour information, on n'aurait que les intérêts d'emprunt à ce moment-là qui seraient réellement dus. Donc, on pourrait les retrouver à ce moment-là en fonctionnement au chapitre 66 pour information. Donc, on en ressort un total des recettes d'investissement cumulées dont on a donné le montant tout à l'heure, 2 980 526,15. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On avait notifié en réunion de commission des finances que l'on projetait de faire un emprunt sur 20 ans, ce qui sera la meilleure des possibilités. On a nos actuels emprunts qui courent jusqu'à avril et août 2027. Donc le début d'année sera au plus juste et après, avec le retour de TVA, etc., on aura une meilleure respiration financière en fait sur le village. Voilà ce que je peux vous dire. Personne n'a de questions. Si tout le monde est d'accord pour valider ce budget primitif, si quelqu'un est contre, s'abstient. Donc, adjugé, je vous remercie à tous. Tout a été mis en œuvre dans ce budget pour que la commune fonctionne en 25, mais également, comme tu l'as fort justement dit, jusqu'à l'échéance des prochains emprunts, c'est-à-dire jusqu'en 27. Voilà. Et ensuite, le fonds d'oxygène arrivera grâce à la diminution des charges. Tout à fait. À toi. Je garde la main pour vous parler de la fongibilité des crédits. Donc la fongibilité des crédits donne en fait la capacité aux maires et aux adjoints de pouvoir procéder à des mouvements de crédit au sein des mêmes chapitres. Si on n'a pas assez de crédit sur une certaine ligne et qu'on en a encore dans une autre, on a possibilité de switcher d'un compte à l'autre, toujours au sein du même chapitre, les fonds pour qu'on puisse dépenser dans les bonnes cases. Ça ne concerne pas les dépenses de personnel, par contre là on n'a pas de possibilité de modifier quoi que ce soit. Donc cette fongibilité des crédits nous assure un petit peu plus de facilité de gestion. À savoir que si on a à l'utiliser, immanquablement il faut qu'au conseil municipal suivant, on en informe le conseil municipal en bonne et due forme pour valider ça. Voilà. Donc si tout le monde est d'accord sur cette fongibilité des crédits, c'était déjà le cas de l'an passé, on peut repartir. Si quelqu'un est contre ou s'abstient, à l'unanimité, nous avons validé la fongibilité des crédits. En vous remerciant. Merci à toi pour cette présentation très claire, comme d'habitude. Et rapide. Je ne sais pas. En tous les cas, très clair. C'est vrai que ça fait l'objet d'une grande préparation, d'une commission des finances et d'un rapport. Oui, le rapport a été vraiment, je pense. Qui est possible. Si on pouvait considérer que la dernière page de la section d'investissement était largement insuffisante, ça méritait d'avoir toutes les explications telles que ça a été retracé ici. Avec pas mal de simulations aussi.
Lucien, c'est pour toi que je viens du point suivant. Tu as participé il y a quelques mois à une réunion à Ville où tu as été informé de cette possibilité concernant la police municipale éventuellement sur Facebook. On peut expliquer un petit peu comment ça a été proposé. Vous avez reçu la convention un projet de convention de mutualisation. Tout le monde l'a lu. Tout le monde l'a eu. On laisse Lucien la parole pour présenter les choses. Alors, effectivement, l'objet et durée de la mise à disposition. Donc, c'est la mairie de Louzonville qui met à disposition ses agents de la police municipale au profit de la collectivité d'accueil à compter du 1er juillet 2025 pour une durée d'1 an. La présente convention sera reconduite par tacite reconduction par période successive d'1 an, sauf dénonciation des parties par lettre recommandée à la règle de réception au moins 3 mois avant l'échéance. Ensuite, je vais vous faire grâce de lire tous les articles. L'article qui vous intéresse, c'est le remboursement de la mise à disposition parce que ça coûte. La collectivité d'accueil remboursera à la commune d'origine le temps passé par la patrouille au taux horaire de 60 € net qui correspond à la mise à disposition des agents et du matériel. Il faut compter là-dessus aussi les frais de déplacement qui sont 3,86 €. Exactement, du kilomètre. Non, pas du kilomètre. Non, c'est le barème kilométrique qui mène pour 5,4 km à 3 €. Voilà, exactement. Donc, cette disposition, ça veut dire que, par exemple, à Francfort, on a un souci, le maire, donc il faut savoir que la police municipale de Louzonville sera sous l'autorité du maire de la commune qui appelle. Donc, c'est le maire qui, effectivement. Le maire ou son adjoint chargé de la sécurité ou un Oui, adjoint. voilà. Mais bon, ainsi que c'est le maire ou l'adjoint à la sécurité ou un autre adjoint s'il n'est pas là. Par exemple, on peut l'appeler, s'il y a un désordre dans la commune, par exemple un litige entre deux voisins, par exemple comme il y a eu récemment dans le lotissement, des gens qui se sont eus par rapport au stationnement sur le trottoir, où c'était un peu litigieux, où j'y étais à 3 reprises. Par exemple, des dépôts d'ordures, où on peut faire appel à eux pour retrouver la personne qui a déposé là, et bien d'autres problèmes. Donc, moi personnellement, comme Christian l'a dit, j'ai assisté à plusieurs reprises à ces réunions. Toutes les communes environnantes sont effectivement prenantes de ce projet. Maintenant, vous avez lu la convention. S'il y a des questions à poser, faites-le et on vous répondra. Les 60 €, là, c'est de l'arbitraire, c'est décidé comment ça? C'est auto. Considère que pour 2 personnes, C'est normal. c'est ce que ça coûte, charge comprise. Voilà. Auto d'un agent. Non, 2. 2, oui, divisé par 2. C'est 2 agents. Ils sont obligés de se déplacer à 2. Ils ne peuvent pas se déplacer tout seuls. Il faut qu'ils soient à 2 parce que c'est une obligation. On paye qu'à l'utilisation. Oui. Alors moi personnellement, donc j'ai suivi ces réunions, toutes les communes environnantes sont prenantes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des soucis qu'ils n'arrivent pas à résoudre, tout en sachant qu'on n'est pas obligé systématiquement de les appeler. Quand il y a des gros litiges, quand il y a des gros soucis dans la commune, on fait appel à eux et c'est eux qui prennent ce souci en main et ils font le nécessaire. Ils sont habilités à verbaliser, ils sont habilités à faire un courrier, à contacter le procureur et ainsi de suite. Donc tout ça, moi je dis c'est un plus pour la commune. Voilà, donc 60 €, je pense que ça vaut le coup. 60 € quand même. On n'est pas obligé de recontinuer. C'est un contrat d'1 an qui est reconduit tacitement. Si ça ne nous convient pas, ou on peut effectivement le dénoncer,
3 mois à l'avance, et puis voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clairement défini ce qui appartient à la gendarmerie nationale et ce qui appartient à la police municipale? Dans certaines villes, apparemment, ils font aussi pas mal ils enquêtent un petit peu, ils enquêtent pas. Disons que la police municipale enquête sur le travail de la gendarmerie, et il y a des fois où en fait ils peuvent pas, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans leurs attributions, j'ai l'impression, et ils sont obligés de demander donc des ordres directs à la gendarmerie pour savoir comment agir, etc. Ou emmener carrément les gens à la gendarmerie. Alors ils ont pratiquement les mêmes Attributions. les mêmes attributions. Ouais. Par contre, on prend un exemple sur un contrôle de vitesse en commune. Ça sera effectivement la police municipale qui viendra. La gendarmerie n'est pas attribuée sur une route communale. Non, mais je pensais par rapport à ce Ça, que tu as dit, c'est- les litiges entre deux voisins, est-ce que ça ne pourrait pas appartenir à la gendarmerie nationale? C'est dans le souci de ne pas payer ce qu'on pourrait avoir gratuitement. Après, je suis quand même pour. Hein, Tu as 100% raison. Dans un premier temps, si le litige relève de la gendarmerie nationale, on ne va pas payer 60 € des gens à l'extérieur. Tout à fait. Assurer. Oui, non, mais je suis entièrement pour, mais je posais juste la question. Il ne s'agit pas de. Je pense qu'il faut que ce soit un service complémentaire qui soit délivré à celui de la gendarmerie et pas un service qui se substitue à celui de la gendarmerie. Donc c'est très important de le préciser sous cette forme-là. Je pense qu'en fait, ils viennent un petit peu en aide. Si on regarde les reportages qu'il y a à la télévision, ils viennent un petit peu en aide au travail des gendarmes, quoi. Parce que les gendarmes ne peuvent pas être partout non plus. Si c'est le cas, je dénoncerai la convention. C'est-à-dire si les gendarmes disent écoutez, on va vous appeler la police municipale pour nous remplacer parce que voilà. non, je pense pas que c'est pour Dans remplacer, ce cas-là, je pense que simplement ils peuvent pas être partout tout le temps. Je veux dire, des litiges, t'en as partout, t'en as plein. Je veux dire, des trucs qui éclatent, notamment les week-ends, tu en as beaucoup. Et eux ne peuvent pas être partout. Donc là, la police municipale, elle bosse le week-end ou pas? Ouais, en plus, beaucoup. Parce que c'est souvent les week-ends, des gros problèmes. C'est une question qu'on leur avait posée, hein, de savoir si on est une commune ayant la police municipale, est-ce que les gendarmes ne vont pas bloquer en touche et se dire nous on va se consacrer à notre secteur? Ils nous ont dit que non, ils nous ont assuré que non. Je pense que c'est des tâches qui sont complémentaires. Je ne sais pas trop comment ils fonctionnent, mais bon, tu regardes dans certaines grandes villes, ils se complètent bien. Il y a des limites horaires là aussi. Ils ne bossent pas le week-end, le soir, ils n'arrêtent pas que 18h normalement. Oui, 18h. Ouais, et puis c'est la nuit que tu as le plus gros truc. Mais c'est pour ça que les gendarmes resteront prioritaires sur ce genre de choses. Et le fait d'avoir une police municipale qui est un peu plus développée, parce que autant que je sache, le maire de Bouzonville a envie d'agrandir cette police municipale, est-ce que ça ne va pas faire qu'on ait moins de gendarmes sur le secteur ou ça joue pas Normalement, ça ne doit pas jouer. C'est vraiment un complément. C'est vraiment un complément, c'est pas du tout un remplacement en fait. C'est un peu pour soulager la gendarmerie, parce que la gendarmerie, elle est très prisée, elle a beaucoup de boulot. La gendarmerie, si tu vas à la gendarmerie, du Portland par exemple, c'est compliqué parce qu'effectivement, ils sont même en sous-effectif. Donc, à quelque part, la police municipale, c'est un plus. Et pour les affaires de voisinage comme ça, il n'y avait pas un autre truc, tu n'avais pas un espèce de... Si, il y a un conciliateur. Il y a un conciliateur. Mais par exemple, pas là-dessus quand il y a des... oui, mais ça c'est en second degré. C'est-à-dire que quand par exemple il y a un problème sur le territoire, pas sur le secteur, Oui, mais ça peut être sur le domaine public, oui, entre deux voisins. oui. Mais sur le domaine public, là c'est au maire et à l'autorité du maire et donc de la police municipale à intervenir, par exemple. Sauf que nous, on n'a Et pas le de permis à conciliateur, il intervient Ouais, pas ça. quand c'est comme ça.
Comment? Le conciliateur, il n'intervient pas. Ah, Par exemple, quand il y a Ça, il faut, des lui demander d'abord, il faut avoir un rendez-vous, il faut expliquer Voilà. son affaire. Tandis que etc. là, Lui, la il se police, déplace dans pas. l'immédiat. elle vient immédiatement. Ok. Tu vois? Donc elle essaie de régler le problème. Elle va, si elle n'y arrive pas, elle va effectivement solliciter une personne de contacter le conciliateur. Et là, il y a des procédures qui sont mises en route. Mais, par exemple, quand il y a des stationnements qui sont litigieux et ainsi de suite, donc eux, ils vont effectivement régler le problème directement. Et comment est-ce que tu vas savoir au physique qui appeler quand en fait tu as un problème? Parce qu'entre les choses que tu peux demander à la police municipale, les choses que tu peux demander à la gendarmerie, par exemple, je ne sais pas si tu as un voisin qui fout le bordel, etc., parce qu'il met la musique à fond et tout, t'appelles qui? Les gendarmes ou la police? Non, la police municipale. D'accord. Un problème de stationnement, la police municipale. Un Celui problème. qui tape sa femme, la police municipale ou la gendarmerie? Oui, mais non, la police, c'est que le maire qui peut la solliciter. Oui. Alors Oui, que mais- le gendarme, c'est le citoyen lambda qui peut les solliciter. C'est quand même pas pareil. Le maire Il faudra ou qu'il ses soit adjoints. tout le temps dispo. Oui, mais on ses adjoints, c'est pas le problème. Mais la police, on ne peut pas, nous, simple administrés, on ne peut pas appeler Donc il faut nous, d'abord la police. appeler Mais un par contre, membre on de peut la appeler la mairie. gendarmerie. C'est ça, ouais. Donc il faut qu'on ait vos numéros de Qui téléphone. dit parfois après appeler le maire. Comment? Qui dit parfois appeler le maire. La plus grande, Les Là, les gendarmes. gendarmes. Ah oui. les Ah gendarmes. oui, d'accord, oui. Enfin, je pense que de toute façon. Moi, personnellement, j'ai déjà appelé la gendarmerie et ils m'ont renvoyé vers le maire, hein, tout en étant agent. Et ils m'ont dit, voilà, c'est l'autorité du maire, contactez le maire, enfin bref, voilà. De toute façon, je ne pense pas que ça va représenter des centaines d'heures par an. Non, non, c'est quand il y a des gros problèmes. Moi, je dirais que c'est comme l'alcool à utiliser avec modération. Voilà. Ah oui, parce que le tarif horaire. Non, et puis de savoir qu'il y a une présence policière sur le village, ça Parce que va. le tarif horaire, il est en Oui, mais ça peut aider pour plein de Ça petites choses. peut aider à ne pas instaurer un. Je suis d'accord. Voilà, un problème peut se régler en une heure ou deux et ça ne va pas forcément limiter la fortune. Les échappes, c'est des salaires chargés. Moi, je vous donne un petit peu l'avis des autres communes. Ils sont partie prenante. Hein. Ils disent que c'est un plus au niveau de la sécurité, au niveau des désordres. Voilà. Je te dis en même temps que tu m'as ce que ça donne. Après, on peut effectivement essayer un an. Et si on voit que ça ne marche pas, ou qu'on n'est pas satisfait, on peut effectivement dénoncer. Ça, c'est aucun problème. C'est pas comme si on signait maintenant 6 ans. une utilisation pour 2 ou 3 ou 4 ans. Donc là, c'est d'année en année. Oui, avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, un délai de 3 mois. Voilà. Ils sont armés? Oui. Oui, mais il a mis tout le. Oui, c'est marqué. Ils sont effectivement armés. Ils ont toute une mano- ils ont toute une. Ils ont toute une. matériel Dans le carton de défense, aérosol, caméra piéton. On dirait mon salon, c'est parce que j'ai eu. Alors, il faut aussi savoir que les dépenses liées au fonctionnement du matériel nécessaire à chaque service, à sa propreté, à son entretien et à sa maintenance restent à la charge de la collectivité d'origine. Donc ça, c'est ce que vous en dites. C'est quoi un projectile expansif? Voilà. Un filet. Ça, Il faut quand même rappeler qu'à la base, avant qu'il y ait ce projet-là, M. Chabat, en tant que président de la CCD3F, avait d'abord voulu créer une police intercommunale. Tout à fait. on avait parlé de ça. Voilà, Oui, on en ça avait c'est parlé. finalement, ça n'a pas été accepté, et donc du coup, il y a quand même des élus qui ont continué à avoir besoin de cette fameuse police. Juste la commune de Vaudrechard avait fait appel à la Zombie, et d'autres communes vraiment très proches. Et c'est là donc qu'il a eu cette idée de proposer ça aux communes environnantes, mais vraiment environnantes. Donc il ne va pas envoyer la police municipale de Gouzonville, par exemple, qui ne déjà pas sur le côté du Cirquois. C'est la petite couronne. Voilà, c'est vraiment tout ce qui entoure vraiment Gouzonville. Ouais, parce que Enfin, si tu pour as un mis souci une affaire, d'efficacité.
si tu avais le premier projet, ça couvrait un territoire. Voilà, Oui, sauf que mais là, là, il y a sauf des que là, il fallait acheter les véhicules. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait acheter un véhicule, donc là, c'est plus 60 € par heure. Hein. Il fallait acheter un véhicule, peut-être deux véhicules, mais au minimum 3 agents, minimum. Ils sont toujours par 2. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est en congé, bah, il y a des gens qui annoncent qu'ils ne sont pas en congé. Donc, ça coûtait, les frais étaient vraiment bien plus importants que ceux-là. Donc, finalement, 60 € pour 2 personnels par heure, Non, ça, c'est rien. c'est correct. Ça. Je Toute rajoute, charge comprise. je rajoute juste, c'est ce que nous a dit quand il est venu, M. Eger. Oui, c'est ça. Il faut une continuité territoriale. Ça veut dire que si vous n'êtes pas ami avec la commune d'Anzelin, vous dites non aujourd'hui, et donc ils ne vont pas sur la commune en question. Il faut qu'il y ait une continuité territoriale. Ça veut dire qu'il faut, à partir du moment où ils doivent traverser une commune, qui n'a pas atteindre une commune qui dit oui, Il faut que la commune en question. et la commune qui doit traverser a dit non, Ils vont pas. il ne faut pas de détour, il ne faut rien. Ah ben, ils sont pas, même en faisant un détour, dans certains cas, tu n'y arrives pas. Ouais. Non, mais c'est surtout s'il y a une poursuite ou C'est surtout ça. c'est surtout ça. S'il y a des recherches à faire ou des investigations à faire sur une commune qui n'a pas adhéré, ben, ils ne vont pas y aller. Bon, y a-t-il d'autres questions? Non? Pas d'autres Qui questions? est pour, qui est contre, rien de Qui est contre? Qui s'abstient? Ah ben voilà. Ben, je vous remercie. Et l'ordre du jour est épuisé. Y a-t-il des questions autres en dehors des points évoqués? J'aimerais savoir quand est-ce que la déchetterie va. Ah oui. Moi, depuis normalement le 23. Normalement le 23 avril. Le 3 avril. 23 avril, ouais. Ah, c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Donc, à éviter les 15 premiers jours. Oui, Ça va être l'après-midi, pas le matin, je précise. En plus, normalement. Au début, Pourquoi ou le matin? seulement? Le premier jour. Ah, le matin, il coupe le ruban. Oui. Donc, il vaut mieux ne pas bien Enchaquer le champagne. D'autres questions? Sinon, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.